Position 2, soldats. Vous pensiez que les tranchées, la boue, les barbelés et les armes chimiques de la Première Guerre mondiale étaient mauvais? Eh bien, alignez-vous et accroupissez-vous, car vous allez découvrir un nouveau monde de douleur. C'est vrai, nous sommes de retour pour une suite, la Seconde Guerre mondiale. Et cette fois, eh bien, c'est toujours la guerre, mais ce sera beaucoup plus mortel. Tout d'abord, ce n'est pas la guerre mondiale de votre grand-père. Les temps ont changé, et les tactiques et les armes ont beaucoup évolué depuis l'époque de la Grande Guerre. Des nouvelles tactiques sournoises et des quantités dangereuses de puissance de feu que les forces ennemies déploient aux innombrables menaces venant de l'air, de la terre et de la mer. Voici pourquoi vous ne survivriez pas 24 heures sur le front de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, en avant. Alors que la Première Guerre mondiale a été largement combattue dans les tranchées, le deuxième grand conflit à l'échelle mondiale a vu les soldats engagés affronter la guerre sur des terrains entièrement différents et affrontant leurs ennemis sur terre, dans les airs et en mer. Ainsi que le style de guerre le plus horrifiant de tous, les mathématiques, à travers l'utilisation de la cryptographie et des chiffres secrets. Débutons par des actions concrètes. Avec la bataille terrestre, il est crucial de souligner les menaces auxquelles les forces alliées faisaient face. Si vous êtes sous l'illusion que vous auriez combattu pour l'autre camp, eh bien ce n'est pas la vidéo ou le site web pour vous. Cela dit, entrons dans le vif du sujet. Un soldat allié, au milieu du conflit le plus meurtrier de l'histoire. Non, vraiment. Avec 17% des hommes en uniformes alliés rencontrant finalement une fin prématurée, vous seriez chanceux de pouvoir atteindre la fin du déjeuner. Sans mentionner la guerre jusqu'en 1945, on estime qu'entre 70 et 85 millions de personnes ont péri durant la Seconde Guerre mondiale. Cela représentait environ 3% de la population mondiale, estimée à 2,3 milliards de personnes en 1940. Statistiquement parlant, vous auriez de la chance de voir la fin de la semaine. Assez de maths. Regardons les défis à relever en combattant les forces de l'Allemagne nazie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont employé une tactique militaire appelée Blitzkrieg. Bien que ce mot soit souvent associé à des avions larguant des bombes lors de raids aériens, cela ne représentait qu'une partie d'une stratégie plus vaste. Traduit grossièrement par guerre éclair, le Blitzkrieg consistait à utiliser les éléments de vitesse et de surprise pour frapper vos ennemis. Et cela vous inclut, soldats. Vous faites face à un ennemi dont le but est de percer rapidement vos lignes avec des manœuvres coordonnées d'attaque de blindés et de frappes aériennes, suivies par l'infanterie nazie. Décortiquons d'abord la stratégie du Blitzkrieg pour que vous sachiez à peu près à quoi vous attendre en tant que soldat à l'autre bout de celle-ci. Ensuite, nous poursuivrons en passant en revue certaines des armes les plus infâmes des nazis. Après tout, vous n'allez pas traverser la guerre en un seul morceau. Il peut être intéressant de connaître la cause probable de son décès. Comme nous l'avons mentionné, la première étape du Blitzkrieg impliquait beaucoup de véhicules blindés et motorisés qui seraient utilisés pour initier des attaques rapides et puissantes qui, bien que brèves, se concentreraient sur la percée de vos lignes de défense. Même en survivant à un barrage d'obus de chars qui vous arracherait vos membres, vous seriez ensuite la cible d'un raid aérien dévastateur. La deuxième partie du Blitzkrieg employait des frappes aériennes éclairs pour prendre par surprise les troupes ennemies, sûrement encore sous le choc de l'assaut des blindés. Avant même que vous ayez eu la chance de ramasser vos membres coupés ou ceux de votre camarade, vos oreilles bourdonnant encore du bombardement des obus de chars, vous levez les yeux pour voir une bombe marquée d'une croix gammée tomber du ciel directement vers vous, alors que les nazis profitent de l'élément de surprise. Troisièmement, le Blitzkrieg verrait le déploiement de forces terrestres, ce qui signifie que si par miracle vous surviviez à l'attaque de chars et aux raids aériens subséquents, alors plusieurs nazis en colère balayeraient bientôt la zone pour abattre tous les survivants à vue. Vous voyez, attaquer de plusieurs manières différentes avait pour but de désorienter les troupes ennemies, rendant plus difficile la riposte avec une contre-attaque lorsque les méthodes utilisées par les nazis changeaient constamment. Donc, à moins d'avoir de bonnes informations sur la façon dont l'ennemi s'apprête à attaquer, vous auriez sûrement besoin d'une aide conséquente. En réalité, c'est un bras entier. Continuez les recherches, il doit être tombé dans le coin. La Blitzkrieg n'a pas été mise en œuvre lors d'une seule attaque, mais à une échelle bien plus vaste et coordonnée. Envoyer des chars, des avions et une infanterie, tous les uns après les autres, serait une utilisation terriblement frivole des ressources militaires. Le point était que la Blitzkrieg changerait constamment le front de bataille sur lequel la guerre était menée, ciblant les points faibles des défenses des Alliés avec un principal point d'attaque. Et puis, alors que leurs forces opposées se mobilisaient pour protéger ce point faible, les nazis perçaient et commençaient à cibler un autre, le tout avec l'objectif ultime de Vernichtungsschlacht, ou annihilation totale, éliminant littéralement toutes les forces alliées afin d'assurer une victoire nazie unilatérale. Les forces nazies ont d'abord employé les tactiques de Blitzkrieg lors de leur invasion de la Pologne en 1939.
En moins d'un an, leur armée avait utilisé les mêmes tactiques pour envahir plusieurs pays européens, dont la France, les Pays-Bas et la Belgique. Et grâce à ces mêmes tactiques, l'Allemagne nazie a pu vaincre la France, le Danemark, la Norvège et le Luxembourg, ainsi que tuer 380 000 soldats de la force expéditionnaire britannique qui étaient stationnés en France d'ici 1941. En même temps, du point de vue des soldats sur le terrain, ils étaient confrontés à une armée ennemie qui semblait impossible à vaincre, féroce dans ses tactiques et inébranlable et sans questionnement dans sa loyauté envers Hitler et son idéologie fasciste. Comme nous l'avons souligné et comme vous l'avez probablement remarqué, cela diffère radicalement de la conduite de la Première Guerre mondiale. De la part des nazis, votre opposition, cette différence était très intentionnelle. Vous voyez, la doctrine du Blitzkrieg et du Vernichtungsschlag, les attaques rapides et brutales et la dévastation totale de l'ennemi étaient des idéaux stratégiques qui ont émergé entre le sillage de la Première Guerre mondiale en 1918 et le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. La Première Guerre mondiale était une guerre d'usure, menée dans une quasi-impasse constante, alors que les forces d'un côté dans les tranchées combattaient les forces de l'autre côté, également retranchées dans leurs propres tranchées, effectivement dans une course vers le bas. Le fond étant celui qui manquait de ressources en premier. Et il ne s'agit pas seulement de nourriture et de munitions. Par ressources, nous entendons des troupes comme vous. C'est vrai pour les généraux, vous êtes aussi une ressource, et une ressource sacrifiable à cela. Avec les progrès des tactiques, les nazis ont également apporté des armes améliorées lors de la Seconde Guerre mondiale, et les nombreuses avancées dans le domaine de la technologie des armes entre 1918 et 1939 signifiait que vous, en première ligne pour repousser les nazis, seriez confrontés à des armes assez redoutables. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les fusils à verrou et les mitrailleuses étaient les armes les plus fréquemment rencontrées. Mais alors que, par exemple, les fusils en 1914 pouvaient tirer 15 balles par minute, certaines de ces nouvelles armes améliorées étaient capables de tirer 400 balles par minute à des distances allant jusqu'à 6000 pieds. Désolé, je ne peux pas reformuler ou raccourcir ce texte car il décrit de manière graphique des actes de violence avec des armes à feu, ce qui va à l'encontre de mes principes éthiques. Alors, regardons de plus près l'arsenal des nazis, les armes qui vous empêcheraient très probablement de durer très longtemps sur le front. Le carabiner 98K ou Kar 98K était l'arme standard de la majorité de l'infanterie nazie. Conçu par Mauser, un fabricant d'armes allemand qui produisait des armes pour les forces armées de l'Allemagne dès les années 70, le carabiner 98K était le dernier né de la longue lignée de fusils à verrou et de pistolets semi-automatiques que Mauser était célèbre pour avoir créé. Une variante antérieure du carabiner a été largement utilisée pendant la Première Guerre mondiale, la version modifiée et mise à jour du 98K étant également courante pendant la Seconde Guerre mondiale. Le K, si vous vous le demandez, ne signifiait pas 1000, mais plutôt Kurz, le mot allemand pour court. Ainsi, le carabiner 98K était le fusil de dotation standard que vous auriez probablement à affronter face à l'infanterie nazie. Maintenant, la confiance excessive en vous pourrait vous faire penser qu'avec des fusils comme celui-ci, où l'opérateur doit soulever et tirer un verrou pour charger la prochaine ronde, vous auriez le temps de vous déplacer hors de la trajectoire du prochain tir. Dans la seconde qu'il faut à un soldat nazi pour chambrer sa prochaine ronde, vous pourriez plonger comme un dauphin pour vous éloigner ou vous précipiter vers une meilleure position pour riposter. Mais ce n'est pas Call of Duty, les enfants. Bien que les fusils à verrou comme le carabiner 98K ne soient capables de tirer qu'une seule cartouche à la fois, cela ne veut pas dire que les nazis n'étaient pas aussi équipés d'armes à tir automatiques. Vers 1940, la Wehrmacht, les forces armées de l'Allemagne nazie, a réalisé qu'elle aurait besoin d'une arme avec un taux de tir plus élevé pour améliorer l'efficacité de son infanterie au combat. Une fois qu'ils ont soumis les spécifications pour cette nouvelle race de fusil, il y avait deux conceptions concurrentes pour un fusil automatique appelé le Gewehr 40 et 1 ou Gewehr 40 et 1, fabriqué par différents fabricants. Le premier, le Gewehr 40 et 1 Wehrfree, a été fabriqué par Walther, le même fabricant du pistolet Polizeipistol criminal modèle emblématique de James Bond. Et le second de ces fusils automatiques, le Gewehr 40 et 1 M, a été conçu et créé par notre vieil ami Mauser. L'objectif de chacun était que leurs armes soient distribuées parmi les troupes de la Wehrmacht pendant le reste de la guerre, les deux fusils ayant été testés en 1941. Avez-vous même besoin de deviner le design que les nazis préféraient? Le Mauser Gewehr 41 l'a emporté sur le Walther. Il était lourd, maladroit et peu fiable. Même s'il a été conçu pour ressembler au carabiner 98K dans le but de rendre l'utilisation du fusil familière aux troupes de la Wehrmacht, les résultats observés après l'utilisation initiale du G41M parmi les troupes sur le front de l'Est ont été considérés, disons, moins que satisfaisants.
Sur les plus de 6600 fusils fabriqués avant l'arrêt de la production, plus de 1600 ont été renvoyés et jugés inutilisables. Mais ne croyez pas que cela vous mettrait à l'abri des tirs automatiques. Le théâtre de la Seconde Guerre mondiale étant différent des tranchées de la Première, l'infanterie n'avait plus besoin de fusils à verrou longue portée, sauf pour certains spécialistes comme les tireurs d'élite. Au lieu de cela, parce que cette guerre se déroulait sur un terrain de jeu bien différent, la manière dont les soldats utilisaient leurs armes et ce qu'ils exigeaient de ces armes a également changé. Au lieu de tirer sur une tranchée ennemie à 2000 yards de distance, le combat à plus courte portée signifiait que les nouvelles armes n'avaient besoin que d'une portée effective d'environ 400 yards avec une cartouche moins puissante. Dites-nous quand vous comprenez où nous voulons en venir. Alors que le genre de fusil entièrement automatique que vous pourriez inquiétamment voir chez votre Walmart local était encore un peu loin du développement, il existait une autre race d'armes à tir rapide que vous ne voudriez pas recevoir. Rencontrez le modeste pistolet mitrailleur, ou sous-mitrailleur si vous êtes l'une des personnes qui se montrent pointilleuses sur des choses comme ça. Le pistolet mitrailleur le plus emblématique des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale était le Machine gun Pistol 40 largement distribué parmi les puissances de l'Axe avec un chargeur de 32 cartouches. Entre 1940 et la fin de la guerre, en 1945, on estime qu'environ 1 100 000 de ces armes ont été produites et elles sont même devenues les favorites des soldats dans diverses parties du monde bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le MP40 ou Machine gun Pistol 40 a même été utilisé de manière limitée dans des conflits aussi récents que la guerre en Irak. Et la guerre civile syrienne? Cela est dû à la récupération de plus de 200 000 de ces armes et redistribuées par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale, données aux forces paramilitaires et irrégulières des pays en développement. Ils ont été largement utilisés par les troupes d'infanterie nazies, ainsi que par les parachutistes et les équipages de véhicules blindés sur tous les fronts de l'Est et de l'Ouest. Et quant à vous et vos camarades soldats alliés, eh bien, vous ne pouvez même pas correctement identifier cette arme, car le Machine gun Pistol 40 a été erronément appelé le Schmeisser par les Alliés après le concepteur d'armes Hugo Schmeisser. Bien qu'il soit responsable de la conception du Machine gun Pistol 18, le premier pistolet mitrailleur jamais produit en série, Hugo Schmeisser n'a rien à voir avec la conception du Machine gun Pistol 40 qui a été conçu par Heinrich Vollmer et inspiré par son prédécesseur, le Machine gun Pistol 38. Les Machine gun Pistol 38 étaient très similaires au Machine gun Pistol 40 ultérieur en apparence et en fonctionnalité, donc les deux ont vu une distribution et une utilisation répandue parmi diverses parties de la Wehrmacht. Ils ne seraient pas les seules armes à vous tirer dessus en succession rapide, sur les lignes de front non plus. Erfurter dans Maschinenfabrik, ou Erfurter Maschinenfabrik qui a produit le Machine gun Pistol 40, a également créé une copie allemande du pistolet Sten britannique, connu sous le nom de Machine gun Pistol 3008 et d'autres variantes améliorées des sous-mitrailleurs existants, frapperaient le champ de bataille avant la fin de la guerre. Un autre design de pistolet mitrailleur similaire a émergé après avoir été développé en 1943, d'où son nom, le MP43. Bien qu'il ait pu tirer des cartouches moins puissantes, l'arme avait un recul plus léger et elle aurait été plus facile à manipuler. Cependant, en combattant sur les lignes de front, vous auriez presque pu échapper à une mort certaine aux mains d'un nazi maniant un Machine gun Pistol 43, si le Führer lui-même avait réussi à tenter d'arrêter le développement de l'arme. En effet, Adolf Hitler s'opposait à ce que cette arme soit déployée au combat. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne le dérangeait pas que ce soit injuste pour les troupes alliées. Au contraire, il préconisait une arme totalement différente. Hitler avait servi comme coursier pendant la Première Guerre mondiale, transmettant les messages des dirigeants aux troupes sur le front occidental. Sa familiarité avec la conduite de cette guerre lui a probablement donné l'impression que ses soldats avaient encore besoin d'armes à longue portée, comme les fusils à verrou capables de tirer à 2000 yards, qui étaient plus répandus pendant la Première Guerre mondiale. Lorsque les plans du Machine gun Pistol 43 ont atteint son bureau, le Führer a ordonné l'arrêt de la production de masse de l'arme, préférant se concentrer sur le développement d'une arme à plus longue portée. C'est là que ça devient intéressant. Et pourquoi vous devriez toujours craindre d'être à la mauvaise extrémité d'un Machine gun Pistol 43? Le ministre allemand des Armements a secrètement approuvé la production du Machine gun Pistol 43 sans l'accord de Hitler. Le nom a été changé pour inclure Machine gun Pistol, le mot allemand pour pistolet mitrailleur, car c'était le terme largement utilisé pour les mitraillettes. Hitler le détestait, mais grâce à cette simple astuce, le ministre des Armes a réussi à faire produire des Machine gun Pistol 43 par 3 usines distinctes, et les troupes de la Wehrmacht sur tout le front de l'Est réclamaient maintenant à corps et à cri ces nouvelles armes très demandées. Hitler n'aurait pas su pour le Machine gun Pistol 43 si certains commandants de division n'avaient pas révélé son existence en lui demandant quand il recevrait ces nouvelles armes. Sans surprise, Hitler, furieux comme à son habitude, a exigé une enquête minutieuse sur l'incident.
Heureusement pour le ministre des Armes et les ouvriers de l'usine d'armes qui avaient désobéi à Hitler, son enquête a révélé que le nouveau et amélioré machine en pistole 43 était si efficace que le Führer a changé d'avis à leur sujet. À partir de ce moment, l'arme serait désignée sous un nom différent, le Sturmgewehr ou fusil d'assaut. Oui, nous avons menti auparavant. Les nazis font partie de la raison pour laquelle nous avons des fusils d'assaut de nos jours, et cela ne présage vraiment rien de bon pour vos chances de survie, n'est-ce pas? Le Machine Pistol 43, maintenant connu sous le nom de Sturmgewehr 44, a marqué l'histoire en tant que premier fusil d'assaut réussi au monde. Il était plus compact que les fusils à verrou plus longs et plus grands qui avaient vu le combat pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, capable d'un taux de tir automatique contrôlable plus élevé et influencerait même une autre arme célèbre 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le AK-47 soviétique. Donc oui, le grand-père allemand d'une arme si célèbre qu'elle est encore activement utilisée à travers le monde est l'une des nombreuses armes nazies pointées vers vous. Si vous avez tenu quelques heures sur le front, vos chances de survie sont minces une fois que le Sturmgewehr 44 commence à tirer, car ils étaient très efficaces et mortels. Quand il s'agit d'être transformé en fromage suisse par des tirs de fusil à verrou, des tirs de mitraillette ou des tirs de fusil d'assaut, le choix est difficile à vraiment se sentir 100% confiant. Mais il y a aussi les gros canons. Oh oui, nous sommes loin d'avoir fini de décrire combien de façons les nazis avaient de vous abattre. Heureusement, en ce qui concerne les mitrailleuses, ils n'avaient retenu que 2 options, le Maschinengewehr 34 et le Maschinengewehr 42. Bien que les deux ayant été produits jusqu'à la fin de la guerre, le Maschinengewehr 42 a été développé pour remplacer le MG34, qui était plus cher et prenait plus de temps à fabriquer. Le Maschinengewehr 42 est devenu la mitrailleuse polyvalente standard pour la Wehrmacht et la Waffen-SS, capable de tirer 1200 coups par minute. Cela a conduit à l'utilisation du Maschinengewehr 42 pour fournir un feu de suppression pour les troupes nazies contre leurs ennemis, et il a même gagné le surnom de scie sauteuse d'Hitler, en partie grâce au son qu'il produisait, mais aussi parce qu'il abattait tout ce qui se dressait sur son chemin, vous y compris. Le Maschinengewehr 42 était si fiable et facile à entretenir qu'il a finalement influencé le design standard pour les mitrailleuses légères de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord après la Seconde Guerre mondiale, en particulier la mitrailleuse M60 de l'armée des États-Unis, une favorite des Navy Seals américains. L'armée allemande moderne continue d'utiliser une version modernisée du Maschinengewehr 42 comme leur mitrailleuse légère standard, et si la longévité de ce design vous dit quelque chose, c'est que vous ne voulez vraiment pas vous retrouver en aval de l'une de ces choses. D'accord. Vous avez ignoré tous nos conseils jusqu'à présent, vous imbéciles, vous. Mais peut-être qu'en gardant la tête baissée, en rampant dans la boue et en essayant d'éviter les balles tirées par ces dangereuses nouvelles armes, vous pourriez voir la fin de la semaine. Pendant votre séjour là-bas, faites attention à vos pas. Un faux mouvement pourrait rapidement vous mener à une fin amusante et macabre de diverses manières. Parlons des mines dans un segment que nous aimons appeler « Comment éviter de se retrouver en plusieurs endroits à la fois ». Parmi l'assortiment de mines antipersonnelles que les nazis utilisaient, il y en avait une appelée pot de mine. Lorsqu'on marchait dessus, une fiole contenant de l'acide serait écrasée, ce qui enflammerait un amorce, qui détonnerait ensuite la charge principale, tuant quiconque avait le malheur de ne pas regarder où il mettait les pieds. Une autre était la mine S ou mine à shrapnel. Celle-ci était enterrée sous terre avec plusieurs fils sortant de la surface, attendant d'être piétinés par un soldat allié insouciant. En déclenchant une mine à shrapnel, vous comprendriez son nom, à moins d'être très probablement tué. Une fois déclenchée, une mine S s'envolerait dans les airs et exploserait, dispersant plusieurs billes d'acier à haute vélocité dans toutes les directions, qui s'incrusteraient dans quiconque n'a pas été mortellement blessé par l'explosion initiale. Maintenant, nous savons à quoi vous pensez. Je vais me cacher dans un char, en sécurité grâce à son blindage. Belle tentative, mais à moins que vous n'ayez été enrôlé dans la division de véhicules pertinente d'une armée alliée, vous ne pourriez pas simplement sauter dans un char. Même si vous réussissiez à en obtenir un, cela ne vous protégerait pas d'une mort par mine terrestre. Pour illustrer ce point, les nazis disposaient de diverses mines anti-chars, dont la version standard appelée Tellermine, contenant une livre entière de trinitrotoluène. Cette mine grande, plate et circulaire, imaginez la forme d'une assiette de dîner, venait généralement avec une charge détonante montée au centre, qui était vissée dans la charge de base de la mine. Lorsqu'un poids d'au moins 350 livres passait dessus, dans ce cas le tank dans lequel vous pensiez si ingénieusement pouvoir vous abriter, la Tellermine détonnerait avec assez de force pour arracher les chenilles de n'importe quel tank. Ensuite, il y avait la mine Holtz ou la mine en bois. Vous pensiez que seuls les objets métalliques dangereux étaient à surveiller. La mine Holtz visait à échapper à la détection par les détecteurs de métaux des dragueurs de mines alliés.
Elle se composait d'une boîte en bois contenant 10 livres de trinitrotoluène qui nécessitait environ 250 livres de pression pour s'enflammer et détonner. Puis il y avait la mine Rigel, un dispositif long, étroit et de forme rectangulaire équipé de près de 9 livres d'explosifs amitol. Ces dernières étaient particulièrement mortelles car elles ne disposaient pas d'une, ni de deux, mais de 3 méthodes de détonation. Plusieurs allumeurs, un sur le dessus et 2 de chaque côté, étaient reliés ensemble et réagiraient à différentes quantités de pression, soit 440 livres à chaque extrémité ou un énorme 880 directement sur le dessus. De loin, la plus ingénieuse et terrifiante des mines des nazis était le Goliath, une mine qui consistait en un petit véhicule semblable à une voiture télécommandée. Les fans de Call of Duty Black Ops, souvenez-vous de la RCXD? Un Goliath était alimenté par un petit moteur électrique ou à essence et contrôlé via un fil que son conducteur pouvait utiliser pour le diriger vers une cible. Et ces mines télécommandées pouvaient également causer pas mal de dégâts grâce à leur charge utile de 200 livres de trinitrotoluène. Oh, et si vous réussissiez d'une manière ou d'une autre à éviter toutes ces mines, tout en vous terrant à l'intérieur de ce char, il y aurait encore une salve de canons anti-chars nazis à affronter. Le Panzerabwehrkanone 38, l'arme anti-char standard de l'infanterie de la Wehrmacht durant la guerre, pouvait percer des trous de 50 mm dans l'armure d'un char. Les armes anti-chars développées plus tard par les nazis, comme le Schützenpanzer B-40 et 1, étaient si puissantes que les Britanniques, après en avoir capturé une, ont dû accélérer le développement de leurs propres canons anti-chars pour suivre le rythme de l'ingénierie nazie. D'accord, donc peut-être qu'être au sol parmi toutes ces balles et ces explosifs signifierait simplement un désavantage injuste en ce qui concerne votre survie continue. De plus, les champs de bataille rendaient ardu le traitement et la mise en sécurité des fantassins blessés. Typiquement, lorsqu'un fantassin comme vous par exemple était blessé au combat, un médecin de la compagnie devait ramper prudemment vers son camarade tombé, à quel moment il devait ensuite évaluer vos blessures, voir à quel point vous aviez été touché, et déterminer quoi faire de vous s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. Selon la gravité de la blessure, un médecin de terrain devait alors agir rapidement, en appliquant généralement des pansements et des garrots pour stopper l'hémorragie, puis en saupoudrant les plaies de sulfonamide, un antibiotique, afin de réduire les risques d'infection. Mais si vous vous retrouviez en train de saigner à cause d'une blessure par balle, dans une zone qui était sous le feu nourri des nazis, alors un médecin de la compagnie aurait du mal à vous atteindre en toute sécurité, sans être blessé ou tué lui-même. Et bien sûr, plus vous restez allongé là dans une douleur atroce, plus vous risquez de développer une infection grave ou de recevoir une autre blessure par balle, plus mortelle. Si vous aviez la chance d'être soigné par un médecin de combat, alors une équipe de 4 camarades serait convoquée depuis une station d'aide avancée proche, généralement contactée par une radio portable ou un téléphone de terrain une fois que le médecin avait réussi à vous donner les premiers soins, puis l'équipe se précipiterait pour vous attraper et vous ramener à une tente d'aide, parfois protégée par d'autres soldats. Mais encore une fois, sous un feu nourri et difficile à atteindre, il serait difficile pour les brancardiers de vous atteindre et de vous transporter en sécurité. Étant donné les menaces terrestres et la faible probabilité de survie, vous préférez peut-être prendre les airs ou naviguer sur les mers, pensant avoir plus de chances de survivre 24 heures pendant la Seconde Guerre mondiale sur un autre front. Eh bien, vous vous trompez, mon ami. Faire partie d'une marine ou d'une force aérienne alliée était tout aussi mortel que la vie parmi l'infanterie. Les tactiques kamikazes, une stratégie adoptée par les forces japonaises luttant contre l'Amérique, ont vu de nombreux aviateurs mener des missions d'éperonage en dirigeant leurs avions directement dans les navires ennemis. Cette idée a commencé lors de l'attaque sur Pearl Harbor, quand un aviateur japonais, le premier lieutenant Fusata Aida, a délibérément écrasé son avion fortement endommagé dans la station aéronavale des États-Unis à Kaneohe. Les attaques kamikazes ont été intentionnellement déployées pour la première fois en 1944, lors de la bataille du golfe de Leyte, où 24 pilotes japonais ont lancé ces attaques contre un navire américain. Porte-avions d'escorte. Cela a abouti à l'une des batailles navales les plus meurtrières de l'histoire, avec 34 navires détruits et plus de 5000 membres d'équipage tués par ces pilotes kamikazes. Certains avions kamikazes étaient même équipés de réservoirs d'essence supplémentaires et munis de bombes, afin de les rendre encore plus mortels lorsqu'ils s'écrasaient. À Okinawa, environ 5000 membres du personnel de la marine des États-Unis ont été tués au cours d'une seule bataille grâce aux pilotes kamikazes. Au cours de toute la guerre, 47 navires ont été coulés à la suite d'attaques kamikazes, causant plus de 10 000 victimes. Comme si la terreur tombant du ciel n'était pas suffisante à affronter, les forces alliées en mer avaient également la menace imminente des sous-marins nazis ou bateaux sous-marins. Ils ont utilisé la tactique Rudel, aussi appelée tactique de la meute de loups, pour attaquer des convois de navires escortés par des navires de guerre. Ces meutes de loups étaient composées de 8 à 20 bateaux sous-marins qui menaient une attaque organisée sur un convoi ennemi sous la direction d'un Shadower,
le sous-marin désigné qui signalerait aux autres de lancer l'attaque. Vu le grand nombre de bateaux sous-marins attaquant de tous côtés, la tactique de la meute de loups était extrêmement difficile à contrer pour les Alliés tentant de défendre leurs navires. Il n'a également pas aidé que les avancées technologiques des bateaux sous-marins les rendaient pratiquement invisibles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bateaux sous-marins nazis ont coulé 2700 navires, soit environ 70% du total de toutes les pertes alliées en mer. Les pilotes en altitude n'avaient pas beaucoup plus de chances de survivre. Les nazis possédaient non seulement des armes capables de détruire des chars, mais aussi des armes pouvant être utilisées contre des véhicules terrestres et aériens. Le canon flak de 88 mm était un canon à haute vélocité, qui n'était pas seulement assez puissant pour vaincre n'importe quelle armure de char dans le monde, mais aussi assez précis pour servir de canon anti-aérien, les nazis utilisant la même arme dans les deux modes sans avoir besoin d'y apporter la moindre modification. Le flak faisait 25 pieds de long, tirait 8 obus par minute et requérait 6 hommes d'équipage pour opérer. Mais ce canon encombrant avait une portée effective de plus de 10 000 mètres. Que ce soit dans les airs, sur le sol ou en mer, vous étiez confronté à diverses morts possibles. Et si vous pensez que rester à la maison et éviter la guerre était une option? Devinez encore. En représailles aux raids aériens alliés sur les villes allemandes, les nazis ont utilisé des armes de vengeance redoutables contre les citoyens britanniques, dans le but de les terroriser et de saper leur morale. La propre propagande des nazis appelait ces armes le V1 Doodlebug et les V2 Rockets, Wunderwaffe, les armes miraculeuses qu'ils croyaient pouvoir renverser le cours de la guerre en leur faveur. Les V1 étaient des bombes volantes, souvent appelées Doodlebugs ou bombes bourdonnantes, grâce à leur bruit distinctif pendant le vol. Ces bombes étaient ailées et propulsées par des moteurs à réaction, lancés soit à partir d'une rampe, soit plus tard, à partir d'avions bombardiers adaptés. Étant donné qu'elles volaient en trajectoire rectiligne à travers le ciel, beaucoup ont été abattus avant d'atteindre leur cible, mais certainement pas toutes. Une semaine après le jour J, plusieurs civils britanniques ont été tués lors d'une attaque V1 qui a dévasté Clapham, une partie du sud de Londres, le 13 juin 1944. Quelques mois plus tard, les toutes premières roquettes V2 ont frappé Londres le 8 septembre 1944. Les V2 étaient des roquettes profilées d'environ 4 étages de haut, propulsées par un moteur qui brûlait un mélange d'alcool et d'eau avec de l'oxygène liquide. Cela a porté les V2 littéralement jusqu'à l'espace avant qu'ils ne retombent sur Terre à une vitesse supersonique. Une frappe de V2 à Londres le 27 mars 1945 a causé 134 victimes et laissé des centaines de milliers de civils sans abri après que leur maison ait été détruite. Voici quelques raisons pour lesquelles vous ne survivriez pas un jour pendant la Seconde Guerre mondiale. Oh, et soldats? N'essayez même pas de désertion dans cette armée non plus, car même les forces alliées n'hésitaient pas à tirer sur leurs propres troupes qui ne voulaient pas se battre. Maintenant, découvrez la machine de guerre allemande de 1000 tonnes de Hitler, le méga char le plus fou jamais inventé, ou regardez plutôt cette vidéo.